Ça me fait un petit pâturage tournant en fait et c'est une vingtaine de vaches tout l'été. Hein. Le problème c'est que quand on les fait tourner en fait, il faut toujours qu'il y ait un point d'eau pas très loin, sinon elles reviennent sur les parcelles qu'elles ont déjà pâturées. Et... Elle a bien tenu l'eau quand même. Alors, le souci c'est que quand les bêtes commencent à y rentrer dedans... Ouais. Le piétinement montre... Ah, puis les vaches elles boivent pas de la bonne eau hein, aussi, hein, quand elles la souillent comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'eau là dans le secteur. Non, c'est pour ça que l'eau, ça devient rare et elle devient chère aussi. Alors. Une fois qu'on aura curé, je pense qu'on peut quand même augmenter la capacité en eau de façon importante. Hein. Ouais. Donc après, on signe une petite convention, comme quoi pendant 5 ans, tu la maintiens au moins, tu la maintiens comme ça. Non, moi c'est surtout d'avoir un point d'eau supplémentaire. Quoi. Et bonjour Philippe, ça va? Elles nous ont fait une petite intrusion. Là, les pitchounes, elles passent en deux. Elles arrivent à passer sous le barbelé? Oui, oh, bah là. Alors, ça va, la mare est en super état quand même. Par rapport aux autres années... Il y aurait 1 mètre carré de flotte. Ouais, elle serait en période où elle se mettrait en sec. Parce que là, il y a quand même encore... même la végétation aquatique a bien poussé. Alors, c'est tout par période. Je me demande si, en fonction de la pluie et de ce qui descend de là-haut, des fois c'est limpide, on voit le fond. Ouais. Des fois c'est vert comme ça. Ouais, après des fois il y a une espèce de mousse marron dessus. Au départ, là, généralement, chaque fois qu'on fait une restauration, tu as l'algue filamenteuse là. Donc ça, c'est lié rien qu'à l'ouverture du milieu. Le fait qu'on recrée de la luminosité, souvent c'est la première. Tous les 3 jours, elle change d'aspect. Elle change de couleur, d'accord. Et même en sortie de terre de la source, elle aussi, elle change de couleur, des fois. C'est pour ça que je pense que c'est ce qui vient de là-haut. Ça vient de plus haut alors. C'est ce qui est mis sur le plateau qui fait que la source change. D'accord. Avant d'avoir la mare, les vaches pataugeaient dans 50 cm de boue. C'était pas bon ni pour la terre, ni pour les vaches. Oui, ça, maintenant qu'on a la mare, la seule contrainte a été de m'obliger à la clôturer. On voit que toute la faune sauvage est revenue là. On voit régulièrement des traces de sangliers, chevreuils, le cerf qui passe, il y a un peu de tout. Hein. Ouais. Et tu m'as dit qu'il y avait aussi un couple de colverts qui était venu. Le colvert au printemps, qui a été là, je les ai surpris 3 ou 4 fois. Ils étaient tous les deux sur la mare. On va la pompe. Ouais. Toutes les jeunes la découvrent rapidement, elles s'en servent bien. Elles s'y adaptent très vite alors. Voilà. Même les plus jeunes. Ouais, elles boivent. Ah ouais, impeccable. Mais c'est vrai que là, pour boire suffisamment, il leur faut quand même peut-être 4-5 minutes. Oui, alors que là, il y a l'effet de facilité. Hein. Un peu, ouais. Le petit veau qui est né dans la nuit est en train de se familiariser avec la pompe à museau. C'est vrai que sur un élevage comme ça, d'une quinzaine de bêtes, c'est l'idéal. Là, en fait, le souci, c'est que voilà, elle piétine, et puis elle pousse la terre. Elle pousse et elles font relever la terre légèrement de là. Il faudra qu'on se trouve quelque chose. Bouge pas. Ça y fait. Et voilà. Oui, puis ça le laisse stable. Il reste coincé. On dirait qu'on sort que c'est de l'eau de ville. Hein. Vraiment d'une eau de super qualité. Et du coup là, ça n'a pas bougé là, à la source. Hein. Là, le niveau il bouge pas. Elle est limpide, cristalline. Donc moi j'ai fait une étude écologique, je vous en parlerai juste un petit peu après. Il n'y a pas que les amphibiens, il y a aussi les odonates et la flore de zone humide qu'on a étudiée. Et la FEDETCHA, ça fait tout ce qui est restauration, mais en amont sur la volée étude, inventaire des oiseaux. Les odonates, c'est quoi? C'est les libellules. Libellules, excusez-moi. Okay. Et on va aller voir cette mare-là ici, qui est en lisière de boisement, et on va revenir à pied et traverser ces champs jusqu'à cette mare ici. Je commençais à vous dire un petit mot de l'état de la mare. C'était au mois de juin, en fait, en 2014.
Et vous voyez, elle était complètement en assec en fait. Donc l'agriculteur était sensibilisé à ça déjà et il avait mis une clôture entre ces deux parties pour pas que les vaches aillent jusqu'au bout de la zone humide ou de la mare, parce que là c'est vrai qu'il y a des parties où la végétation est quand même relativement dense. Si on n'intervient pas, toutes les mares ont vocation à disparaître. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'intervention de l'homme pour que les mares subsistent en fait. Vous voyez ces algues vertes en fait, filamenteuses, c'est juste le reflet d'un dysfonctionnement de la mare en fait. Trop de matière organique, pas assez d'oxygène. Je fais 3 passages en fait quand je fais les inventaires amphibiens. Sur les 3 passages, j'ai trouvé qu'une seule espèce ici sur le site, c'était du triton marbré, donc c'est celui-là. Relativement exigeant, ce qui est assez étonnant, donc je me dis que certainement il profitait de la partie arrière qui était où les eaux sont relativement plus claires en fait, celui-là. Si la mare continuait à rester eutrophe comme ça, la population de triton marbré disparaissait sur le site. Espèce protégée, espèce relativement rare sur le département, avec une autre espèce, celui-là. Ces deux-là, on peut dire que c'est les plus exigeants en termes de mare en fait. Si on préserve ceux-là, tous les autres ont leur place en fait. Vous avez aussi un petit filament au bout de la queue. Ça, c'est 2 points pour reconnaître que c'est un mâle. Le troisième, mais là qui a disparu parce que là c'est la fin de la saison, c'est les pattes arrière qui vont être noires parce que surtout elles sont palmées. C'est pour ça qu'on l'appelle le triton palmé. Et pourquoi le mâle a les pattes arrière palmées et pas la femelle? Pour la rattraper. Parce qu'elle a pas forcément envie. Exactement. Ça lui permet d'être plus rapide. Mais est-ce qu'on a tout intérêt, Philippe, là, ou Claude, d'enlever un peu ces ronces-là et de dégager cette queue de mare? Non, ça pose aucun problème, quoi. Pour moi, il y a juste effectivement le problème de donc, digue, de pente douce, de curage partiel parce que c'est piétiné, il y a encore des excréments. On voit que si c'est remis en suspension, ben, ça crée ce miroir de lentilles. Donc, et on verra si au niveau du plein centre, tu peux faire une zone un peu plus profonde comme on fait à toutes les mares. On n'a pas parlé encore de faune et de flore, mais sur les 11 mares qu'on avait cette année, c'est une des plus riches. Donc il y a quand même un enjeu à maintenir ces populations au niveau de biodiversité. Sur les odonates, il doit y avoir 6-7 espèces, donc même si la mare est petite, voilà, elles utilisent l'ensemble du site, la vase pour s'y cacher, les joncs que vous avez autour, les émergences se font en fait, et ensuite elles passent au stade adulte vol. Donc il faut maintenir une partie de la mare où il faut maintenir cette flore de zone humide, peut-être des parties un peu plus en eau aussi, ça permet d'avoir un cycle de l'eau favorisé. Plus les mares sont petites, moins il y a d'eau, plus le cycle de l'eau est difficile à s'équilibrer en fait. La mare, c'est avant tout un milieu aquatique en fait. Et en recréant des pentes douces tout autour, on crée une zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Et c'est dans ces zones de transition qu'on trouve les zones humides et une flore très intéressante de zones humides. Prêles, joncs, et puis le birsute, un peu de glycérie, bon, beaucoup de lentilles. De la végétation qui sert de support aux familles qu'on étudie, donc les odonates, qui servent de cache à des amphibiens. Voilà, donc il y a un intérêt très important pour la mare et les zones humides associées. Il faut savoir que chez les amphibiens, c'est une espèce sur 3 qui est menacée d'extinction. Donc c'est énorme. Pourquoi? Parce que les zones humides disparaissent et quand on travaille sur une mare, on travaille sur les zones humides associées et on peut préserver leur habitat, donc préserver ces espèces-là, quoi. Et ce sont ce qu'on appelle des bioindicateurs de la qualité de l'eau et de l'état écologique de certains milieux, dont les mares et les zones humides. Donc quelles espèces sont présentes, comment on adapte les travaux en fonction des espèces, c'est les questions qu'on se pose et les études, les inventaires menés y apportent des réponses. Oui, il pleut. Par rapport à l'inventaire initial, on a essayé qu'il y ait toujours une mare au minimum entre 500 et 1 km. De maillage. De maillage. Ah ouais, voilà. D'accord. Donc soit il y avait une mare existante qui était fonctionnelle, donc dans ce cas-là, elle n'est pas rentrée dans le cadre des restaurations. Et si par contre on se retrouvait avec une zone, on va l'appeler trop blanche, où il n'y avait pas de mare, où il y avait une mare simplement qui était vouée au comblement ou qui ne pouvait plus apporter d'eau, dans ce cas-là, on l'a rentrée dans les critères de sélection pour la restauration. Moi qui ne suis pas chasseur, je suis conscient qu'il faut aménager ces petites mares. Hein. Pour nous, Fédération des chasseurs, l'intérêt, c'est quand même d'avoir toujours un minimum d'eau en période d'étiage, d'essayer d'augmenter cette valeur en eau, parce qu'on sait que la faune sauvage en général, qu'elle soit chassable d'ailleurs ou espèce protégée, a besoin d'eau en période estivale. Et c'est vrai que c'est une évolution de la part des chasseurs, où maintenant, on travaille sur la gestion des milieux, en plus de travailler sur la faune sauvage en général.